BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club avec nos trois invités, Valentin Demey qui nous rejoindra dans un instant, journaliste chez Cryptost. On a également le plaisir d'accueillir en plateau Faustine Fleuret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Et puis par téléphone, on a également le plaisir d'accueillir Laurent Pignot chez Zone Bourse. Bonjour Laurent, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business pour regarder un petit peu en détail notamment le Bitcoin qui tente de se rapprocher des 17 000 $ cet après-midi. On est à 16 839 précisément. Oui, bonjour. Alors effectivement, ça reste toujours un petit peu tiède quand même, un petit peu mou sur le Bitcoin qui tente de s'extraire par le haut de cette zone de plat, cette zone de latéralisation dans laquelle il est coincé depuis plus de 2 semaines, notamment en raison de la chute de FTX. Alors le Bitcoin gravite, comme vous le disiez, autour des 16 800 $ et il est même allé chercher les 17 000 $ plus tôt ce matin. Alors si on prend un petit peu de recul sur une échelle de temps mensuelle, le Bitcoin avait réussi à conserver les 19 000 $ en clôture sur les 5 derniers mois, donc depuis le mois de juin. Et ce mois-ci, au mois de novembre, pour la première fois, la clôture mensuelle va se réaliser en dessous de ce niveau, donc autour des 16 800 $. Et le Bitcoin se retrouve en baisse de 17% sur le mois, dans un contexte assez anxiogène pour les crypto-investisseurs, comme je le disais avec la chute de FTX, et notamment aussi des ramifications un petit peu destructrices que cet événement a entraîné auprès de d'autres acteurs de l'écosystème crypto. Alors d'ailleurs aussi la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies retrouve un nouveau seuil sur cette clôture mensuelle autour des 800 milliards de dollars contre à son plus haut il y a un an autour des 3 000 milliards de dollars. Alors pour retrouver ces plus hauts historiques, comme d'habitude, le Bitcoin mènera la danse pour regagner l'optimisme des investisseurs. Pour ce faire, il va déjà falloir à très court terme qu'il confirme le rebond entamé de ces dernières heures pour aller chercher les 18 500 $ dans un premier temps, puis retrouver les 20 000 $ pour mettre un petit peu fin à cette spirale infernale baissière à court terme. Pour l'instant, le Bitcoin ne donne pas de signal franc de renversement de tendance. Il reste un petit peu anesthésié par les récents événements. Et s'il venait à briser ses plus bas du début du mois autour des 15 500 $, alors nous pourrions retourner visiter les 12 000 $. Nous ne pouvons pas l'exclure pour aller chercher plus de liquidité sur un support majeur. Mais voilà, attention à court terme en attendant ces signaux de renversement de tendance. C'est bien noté. Merci beaucoup Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse pour votre intervention. On retrouvera Zone Bourse dans 1 heure d'ailleurs. Franck Morel qui refera la séance. Ça sera à partir de 17h35. En attendant, nous sommes toujours avec Valentin Demey, donc de Cryptost, et avec Faustine Fleuret de l'ADAN pour revenir sur les derniers événements. Il y en a eu beaucoup dans le secteur des crypto-monnaies avec bien sûr le scandale FTX, Valentin, et puis surtout cet enregistrement que l'on a appris ces dernières heures, enregistrement audio de Sam Backman qui s'avère de mauvais augure quand même pour toute cette histoire. Effectivement, il y a quelques éléments supplémentaires dans le dossier FTX, cette fameuse faillite il y a quelques semaines qui fait suite à certaines problématiques de gestion de SBF qui justement a donné une interview à une consoeur américaine il y a quelques jours et qui donne des éléments troublants en tout cas qui vont davantage encore enfoncer le clou de la mauvaise gestion. Et j'ai sélectionné quelques passages justement de cet échange qui a été fait à cette consoeur, donc notamment sur le retour que les investisseurs vont peut-être retrouver un jour ou pas. Et de ce point de vue-là, à la question est-ce que il y aura une finalité positive pour les personnes qui ont perdu leur fonds, il répond « Si rien ne se passe, je ne peux plus jamais rien faire de plus. FTX US optionnera alors peut-être $1 pour $1, parce que FTX US était régulé différemment que le reste de la plateforme, mais FTX au global obtiendra probablement 25 centimes pour $1. Donc ça donne des éléments un peu dommageables pour l'industrie et qui donnent des mauvais signaux aussi pour l'espoir de retrouver les fonds de certains des Européens. Je sais que Faustine, tu souhaitais aussi échanger sur ce sujet. Donc il a donné quelques éléments troublants. À une époque, on se demandait s'il n'avait pas mis une backdoor, vous savez, une sorte de virus dans les programmes de FTX pour détourner de l'argent. Il dit que non, il dit que c'est pas lui. En tout cas, il dit qu'il n'a jamais rien codé de sa vie, donc il aurait été incapable de pouvoir le faire et qu'il regrette la tournure des événements, que juste après avoir déposé FTX sous le Chapter 11, donc la procédure de faillite, il a reçu quelques coups de fil et qu'il aurait pu lever plusieurs milliards d'euros, autour de 8 milliards d'euros. Et donc, il regrette que la faillite ait été déposée aussi rapidement. Bref, c'est une interview assez troublante parce qu'aujourd'hui, il se dit conscient que sa vie sera différente, évidemment. Il y a des milliards d'euros qui ont disparu. Donc, c'est sûr qu'il faudra donner des comptes et que voilà, c'est la première fois qu'il s'exprime
depuis cette affaire. Il est toujours aux Bahamas. On attend de voir la suite des événements. D'ailleurs, il dit, c'est très amusant, enfin c'est très amusant, c'est pas amusant, mais c'est très surprenant. Quand les retraits ont été gelés sur la plateforme FTX, ça s'est fait en 3 temps. Il y a eu d'abord le mardi de cette semaine horrible, après-midi, les fonds ont été gelés, puis la plateforme s'est déclarée en faillite le vendredi. Mais entre les deux, il y a certaines personnes qui ont réussi à retirer les fonds. Et ça, Étienne, on le voit parce que la blockchain est transparente et elle nous permet de voir les flux qui transitent justement. Et on voyait que certaines adresses pouvaient retirer. En fait, on s'est aperçu que c'était des habitants du Bahamas, là où la structure FTX est justement située. Et à ce sujet, SBF confie que s'il a autorisé certains retraits des habitants du Bahamas, c'est pour qu'ils ne soient pas en danger, pour que la structure ne soit pas attaquée par les habitants du coin, si je résume un peu. Et donc, c'était pour préserver la sûreté de l'île et la sûreté de l'entreprise qu'il a autorisé ces retraits. En tout cas, c'est une histoire qui va laisser des traces. Comment vous, Faustine Fleuret, donc je rappelle, vous êtes présidente de l'ADA, de l'Association pour le développement des actifs numériques. Vous représentez l'industrie française, l'industrie européenne des cryptoactifs. Comment vous partagez aujourd'hui les éléments récents dont on parlait à l'instant avec Valentin, et puis surtout tout ce scandale FTX qui donne quand même, il faut le dire, une mauvaise image un petit peu pour le grand public des crypto-monnaies, et peut-être un petit peu cette image de casino qui se renforce chez certains. Alors effectivement, il y a une grande frustration pour le secteur français et européen par rapport à cette affaire, son traitement médiatique et également les réponses qui peuvent être, les soi-disant réponses qui peuvent être apportées par certains acteurs institutionnels. Il y a une véritable campagne de dénigrement à l'égard de la crypto, de la technologie en elle-même, puisque on le sait, ce n'est ni la technologie n'est pas en cause ni n'est remis en cause dans le cadre de ce qui se passe. On a même sur l'aspect finance décentralisée, sur ce secteur de la DeFi, la preuve de sa grande résilience et de ses opportunités de l'autodétention des cryptoactifs. Un dénigrement aussi du secteur puisqu'on met absolument toutes les entreprises dans le même panier, y compris les entreprises françaises et européennes qui n'ont rien à voir dans cette affaire. On ne distingue pas les acteurs les plus crédibles et les plus sérieux des autres. On omet de parler de la réglementation qui existe déjà en France et de la réglementation que l'on va mettre en place en Europe. Et on n'a en fait jamais promu les acteurs qui sont les plus sérieux et les plus solides que ceux qu'on a pu voir. Et enfin, un dénigrement justement du cadre réglementaire qu'on a pu mettre en place en France. On entend beaucoup l'enregistrement français être remis en cause en disant qu'il n'a aucune valeur. Alors qu'est-ce qu'on dit aux PSAN qui ont fait, aux prestataires de services sur actifs numériques, qui ont fait cet effort d'être réglementés avant tous les autres et de faire face néanmoins à une concurrence déloyale d'acteurs étrangers qui ne respectent pas nos règles. Quel est le message finalement que l'on adresse à notre industrie française par ce dénigrement-là? Donc il y a un dénigrement qui est extrêmement difficile à supporter aujourd'hui pour le secteur et les réponses qui fusent en fait de surréglementation des marchés ne sont absolument pas les bonnes, puisqu'en réalité c'est pas une absence de réglementation en France et en Europe qu'il nous faut, c'est de la supervision et c'est de l'harmonisation au niveau international. Tant qu'on aura des brèches dans d'autres juridictions qui ne sont pas alignées sur nos standards, qui sont les meilleurs pour la protection des investisseurs, la lutte contre les abus de marché, tant qu'on n'aura toujours cette fragmentation à l'international, on permettra à des acteurs de s'adresser à notre public français et européen, alors qu'à côté, on a une réglementation qui permet à des champions français qu'on ne promeut encore pas, d'apporter toutes ces garanties. Par rapport à ce que vous dites, on peut se poser la question, est-ce que la France a une part de responsabilité dans cette affaire? Est-ce qu'on aurait pu mieux protéger les épargnants français dans ce système? C'est aujourd'hui la question qui se pose aujourd'hui, Faustine Fleuret. Effectivement. Alors, on pointe aussi beaucoup le sujet d'interconnexion accrue et de concentration du secteur, alors qu'on n'aide pas à développer une concurrence saine de champions français et européens face aux géants américains et asiatiques. Nous, à l'association, on alerte de longue date sur notamment la concurrence déloyale de prestataires qui ne sont pas encadrés selon nos règles, mais que l'on ne sanctionne pas pour autant. Et on peut être navré qu'actuellement, dans le projet de loi de finances, le secteur propose le renforcement des effectifs de nos autorités de tutelle
pour justement améliorer l'identification de ces acteurs qui ne sont pas en règle et pouvoir protéger contre la concurrence déloyale et in fine assurer la protection de l'investisseur. Et force est de constater que ce n'est pas pris au sérieux par les parlementaires puisque ces effectifs a priori ne nous seront pas octroyés. Il y a d'autres freins qui n'appellent pas une réponse réglementaire qui permettrait de développer le secteur. On parle toujours des problèmes de bancarisation, d'assurance, de financement, la médiatisation qui est aussi biaisée et qui entretient l'image négative sur la crypto. Tout ça, ce sont des sujets que l'on ne découvre pas et c'est d'autant dommageable d'avoir l'impression que l'autorité des marchés financiers découvre des sujets comme effectivement les cryptos n'ont pas de frontières. Il y a un marketing agressif à l'égard du public français, européen, d'acteurs qui ne sont pas en conformité avec notre réglementation. Ce n'est pas des sujets nouveaux. De la même façon, on alerte. D'ailleurs, les acteurs français travaillent avec l'autorité de régulation de la publicité à justement des recommandations sur la communication autour des cryptoactifs. Donc, ils sont tout à fait enclins à avancer. Et de la même façon, on a toujours relayé notre crainte quant à la possibilité pour des acteurs non agréés en Europe de pouvoir quand même s'adresser au public européen sans être en conformité. Justement, à ce sujet, il y a Amaury de Tonquédec de la rédaction de BFM Business qui nous a rejoint. Bonjour à Amaury. Bonjour Étienne. Pour compléter un petit peu de ce qui vient d'être dit, que ce soit de la part de Valentin, de Cryptos, que ce soit de la part de Faustine, de la DAN, avec donc cette grande confusion autour de FTX. Et comme le disait Faustine il y a quelques instants, il ne faut pas faire un mélange de tout ce qui s'est passé. On ne parle pas d'un problème des crypto-monnaies, mais on parle bien d'un problème spécifique qui vient de FTX. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème ne vient pas de la technologie des crypto-monnaies en elle-même. Elle ne vient pas de la blockchain, elle ne vient pas des cryptos. En l'occurrence, le problème, c'est la manière dont on a confié nos crypto-monnaies à une plateforme, en l'occurrence FTX. Et visiblement, FTX a fait apparemment un peu n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on ouvre un compte sur la blockchain, on obtient deux clés. Une clé publique et une clé privée. La clé publique, on peut la voir un peu comme un RIB. On peut la donner à des gens si on le souhaite. C'est un moyen de recevoir des fonds. Étienne, si je veux vous envoyer des fonds, je vais vous demander votre clé publique. Une clé privée, la blockchain me la donne. Et à chaque fois que je veux dépenser de la crypto, donc ma crypto, la blockchain va me demander ma clé privée pour en avoir la permission. La clé privée, si on pourrait imaginer, ça peut être un peu la clé de notre propre coffre-fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'achète de la crypto sur une plateforme centralisée de style FTX et que je la laisse sur la plateforme, c'est la plateforme qui détient ma clé privée et donc qui détient ma crypto, mais elle me la doit, un peu comme ma banque. C'est donc la plateforme qui est responsable de la sécurité de mes fonds. Problème, si elle se fait hacker, cette plateforme, comme il y a eu le cas de Mt. Gox, ou alors qu'elle ne gère pas bien mes fonds, dans le cas de FTX a priori, je peux perdre toutes mes cryptos. Comment on peut aujourd'hui éviter ce genre de problème? Quels sont les points de vigilance à avoir quand on est concerné? La meilleure solution aujourd'hui, c'est de détenir soi-même ses cryptos en détenant soi-même sa clé privée, donc de stocker ses cryptos sur un non-custodial wallet. Pour ça, plusieurs solutions. Utiliser un hot wallet, qui est un logiciel connecté à Internet, qui va essayer de sécuriser ma clé privée sur mon ordinateur, mon téléphone, voire sur une extension de navigateur, l'une des plus connues, MetaMask, mais c'est pas le plus sécurisé. Je pourrais par exemple avoir un virus qui arrive dans mon ordinateur. Le plus sécurisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cold wallet ou un hardware wallet. Hardware wallet, on appelle ça aussi comme ça parce que c'est un composant informatique. Pourquoi c'est plus sécurisé? Parce que c'est pas connecté en permanence au réseau. On peut par exemple citer dans ce style de wallet Ledger, qui est un leader mondial des cold wallets et qui est français. Dans ce cas, dans le cas de Ledger, on nous donne une petite clé de la taille qui ressemble en fait à une clé USB qui détient ma clé privée et cette clé n'est plus connectée au réseau à partir du moment où je la débranche de mon ordinateur. Pour libérer des fonds, il va y avoir un dialogue entre la blockchain et ma clé privée et il va falloir que je donne une sorte d'équation que seul le propriétaire de la clé privée, donc en l'occurrence moi, peut résoudre. Donc dans le cas de Ledger par exemple, ça va être sous la forme d'une seed phrase. En fait, ça va être une suite de 12 ou 24 mots qui me sont donnés lors de ma première connexion. Je donne ça et là, je peux avoir la main sur mes fonds. À noter que les cryptos ne sont pas réellement stockées dans la clé, elles sont toujours dans la blockchain. C'est la clé privée qui est détenue dans le hardware wallet et donc qui donne l'accès à mes cryptos. Et c'est sécurisé parce que c'est là hors du réseau Internet. Ouais, mais dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, pourquoi continuer à utiliser un wallet, puisqu'on a une autre solution?
Justement, en fait, on pourrait se dire, dans ce cas-là, on met tout sur les hardware wallets. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça va dépendre de ce qu'on veut en faire, en fait. Dans le cas d'un custodial wallet, donc le FTX par exemple, la plateforme détient mes cryptos, mais du coup, je suis déchargé de la responsabilité de la sécurité de mes cryptos. Je délègue cette responsabilité-là. Si je perds mon mot de passe, il sera toujours possible de le réinitialiser. Donc il y a des gens que ça rassure. Tandis que si j'utilise un non-custodial wallet de style Ledger, si je perds la seed phrase, donc la suite de mots dont on a parlé juste avant, qui me sert à accéder à mes fonds, personne ne peut la récupérer pour moi et mes fonds sont perdus à jamais. Et il y a des gens à qui ça fait peur. Et si on fait régulièrement des transferts de fonds ou du trading, c'est plus pratique d'être sur une plateforme où on est plus agile, il y a moins de process pour bouger ses fonds et on pourra même économiser dans certains cas des frais de transaction. Mais si je suis ce qu'on appelle un holder, que je décide de garder mes fonds sur le long terme, c'est préférable que je détienne réellement mes fonds et donc d'utiliser ce qu'on appelle un non-custodial wallet de style Ledger. Valentin Demey, je vous vois acquiescer là. C'est une très bonne définition, Amaury. Et elle est importante à rappeler. Elle est importante à rappeler parce qu'il faut souligner la bêtise, encore une fois, d'un homme qui était SBF et les absurdités qu'il a pu faire sur sa plateforme et les distinguer, le dissocier de l'industrie qui a souffert de ça. Parce que l'industrie n'est pas décorrélée de ce qui s'y passe. L'industrie n'est pas décorrélée non plus de l'économie réelle. Donc, à la fameuse question, est-ce que le resserrement des taux des banques centrales font que le Bitcoin baisse? Oui, parce qu'en certaine manière, on n'est pas décorrélé. Est-ce que la bêtise de SBF fait que le Bitcoin baisse un peu? Oui, parce que d'une autre manière, de nouveau, nous ne sommes pas décorrélés. Par contre, l'industrie, lui, ne s'est jamais mieux incarnée dans ses valeurs que par cette tragédie. Et Amaury vient très bien d'expliquer la subtilité. Et c'est l'un des chiffres que je vous ai ramené sur le plateau, Étienne, de la capacité de détenir ses propres clés privées et donc de détenir son argent, de ne pas le laisser à un tiers, qu'il soit régulé ou non. Et avec la difficulté qu'aujourd'hui la réglementation et la régulation, on l'a vu avec Faustine, n'est pas d'équerre dans le monde entier. Et par rapport à ça, il y a eu un avant et un après FTX. Il y a pas mal d'épargnants, de personnes qui détenaient des crypto-monnaies, qui ont décidé de retirer leur argent des plateformes, c'est ça? Exactement. C'est l'un des pics de ces 4 dernières années les plus importants en retrait des plateformes sur des clés privées. Alors on le voit notamment grâce, encore une fois, à la blockchain qui reste transparente, qui a toujours été, et encore une fois, elle n'a pas failli une seule seconde. Et on peut donner raison justement à nos amis Bitcoin maximalistes que vous avez l'occasion de recevoir à certaines reprises ici sur le plateau, qui nous rappellent que not your keys, not your coin, si ce n'est pas vos clés privées, ce ne sont pas vos cryptos. Et ça incarné dans la douleur dans cette étape, mais avec près de 4 milliards de dollars retirés ces dernières semaines des plateformes centralisées, Binance, FTX, Kraken, Coinbase, Crypto.com et toutes celles qu'on connaît, vers des clés privées, des clés qui sont détenues par les utilisateurs, eh bien c'est effectivement l'un des records sur les 4 dernières années. Et c'est intéressant de noter que notre entreprise que tu citais, Amaury, qui est Ledger, qui est l'une des licornes, c'est-à-dire une des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, qui se situe à Vierzon et qui fait ces fameuses clés privées, a aussi fait des records de vente. Et son CEO, Pascal Gauthier, le disait sur votre plateau dans l'émission juste après la vôtre, Étienne, que c'est effectivement, ils étaient prêts à ça. Ils ne savaient pas que ça serait dans ces circonstances-là. Ils osaient espérer, in fine, qu'on passe pas par cette étape, mais que l'entreprise était prête à délivrer autant de clés que possible. Et effectivement, elle n'a pas failli dans cette mission. Et les commandes n'ont pas désempli non plus. C'était là aussi un record pour Ledger en termes de vente ces dernières semaines. Faustine Fleuret à la DAN, comment aujourd'hui, suite à cet événement, on se dit comment on peut mieux faire demain, comment on peut s'armer mieux, quelles aujourd'hui les actions qui sont à prendre pour éviter que cette situation elle se reproduise, la situation de FTX et cette panique générale qu'il y a eu sur les crypto-monnaies? Alors, si on revient sur le sujet de la réglementation, en Europe, on a pris le sujet à bras-le-corps depuis un certain temps. On est en train de mettre en place un cadre réglementaire qui, de l'aveu même des parlementaires européens ou encore de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, ce matin, sera totalement adapté pour prévenir au maximum ce genre de situation et éviter, si l'acteur, encore une fois, est en Europe, qu'il puisse jouer avec les fonds de ses clients, par exemple. Donc, les textes de réglementation que l'on va mettre en place en Europe sont complètement alignés sur les standards de réglementation des marchés financiers, alors que ce sont des standards qui ont mis près de 30 ans à être établis. Le marché de cryptoactifs vont devoir s'y conformer dès 2024, dès 2025. Sur le sujet de la DeFi et de la conservation soi-même de ces cryptoactifs, là, pour le coup, c'est un travail qui doit être encore mené au niveau européen et on voit les opportunités pour les citoyens d'avoir cette alternative, à savoir de pouvoir conserver ces cryptoactifs, de pouvoir se passer d'intermédiaires,
réglementaire, donc il faut absolument que cette réglementation ne soit pas prohibitive. Et c'est vrai qu'on voit que certains parlementaires européens ont la main lourde actuellement dans certains débats réglementaires pour des exigences sur la DeFi qui seraient absolument pas adaptées. Donc au niveau européen, il y a des choses à faire, mais tout ce qui va être sur l'intermédiation de marchés de crypto, on a déjà fait le travail, on n'a absolument pas traîné. Quand on regarde l'industrie qui a à peine 15 ans, on n'a absolument pas traîné pour l'encadrer. Donc la réponse, en tout cas, ça n'est pas aujourd'hui d'accabler encore plus les entreprises françaises. On entend l'idée de rendre l'agrément PSAN obligatoire, qui est une réglementation optionnelle aujourd'hui. C'est pas la solution. Pourquoi ? Parce qu'on n'a toujours pas plus d'effectifs à l'autorité des marchés financiers pour pouvoir agréer ces acteurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste interdire aux entreprises les plus vertueuses parce qu'enregistrées d'opérer. Donc l'alternative qu'on donne au public français, ça va être encore des plateformes moins enregistrées. Il y a des obstacles à l'obtention de cet agrément que l'on relaie depuis un certain temps. Il n'y a pas d'assurance aujourd'hui qui permettent au PSAN d'avoir cet agrément. Il y a des questions sur la cybersécurité où on manque de l'expertise nécessaire, y compris auprès des régulateurs. Et encore une fois, le sujet en France et en Europe, c'est pas la réglementation, c'est la supervision et c'est la fragmentation réglementaire à l'international. Oui, donc il y a encore des trous dans la raquette, on a envie de dire, Valentin Demey, par rapport au constat qui vient d'être dressé par Faustine. Je ne pense pas que ce soit des trous dans la raquette. Je pense que c'est de l'incompréhension d'une partie du secteur qui, par négligence, malinformation ou par biais cognitif, ne souhaite pas comprendre certaines parties de cette industrie. Néanmoins, l'industrie est allée extrêmement vite. Il faut bien comprendre que toute cette industrie qui est née à la suite de la crise des subprimes en 2008-2009, qui s'incarnait par un seul actif qui était Bitcoin, est aujourd'hui une industrie. Et c'est peut-être des fois la subtilité qu'on a du mal à percevoir. C'est une industrie qui va au-delà de la création originelle d'un anonyme qui était Satoshi Nakamoto. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est allé très vite. On a 10% des Européens, d'après les aveux de la Banque Centrale Européenne elle-même, qui détiennent des crypto-monnaies. La DAN avait fait également un sondage en mars dernier qui montrait que c'était 8% des Français, donc c'est cohérent, 10% des Américains aussi, donc c'est allé très vite. Maintenant, il faut que les infrastructures qu'on a créées suivent, que ce soit les serveurs des entités décentralisées comme la DeFi, que ce soit l'accoutumance des gens à détenir leur argent. On parle bien là d'un changement de paradigme. Il faut détenir ses clés privées pour détenir son argent. C'est vraiment un grand changement. Il faut que les gens, que ça aille avec l'augmentation de la compréhension de l'écosystème. Et c'est aussi le travail des gens qui régulent le système, de le comprendre, l'encadrer pour protéger, ne pas le tuer, faire de la France une place pour l'Europe importante et que l'Europe rayonne dans le monde. Et effectivement, il ne peut pas y avoir que Bercy qui drague les infrastructures étrangères comme Binance et Crypto.com pour venir s'installer. Il faut que tous les secteurs comprennent les enjeux pour que ça prenne sa place avec brio en France. Si je peux ajouter une précision, les acteurs français et européens n'ont jamais été opposés à la réglementation. Bien sûr, c'est un sujet de structuration de l'écosystème que d'avoir cette réglementation. Le sujet, c'est qu'elle s'applique à tout le monde, y compris des acteurs étrangers qui s'adressent au public français et européen. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Faustine Fleuret, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Merci également à Valentin Demey qui nous accompagnait en plateau, journaliste chez Cryptos. Merci à Laurent Pignon qui nous accompagnait il y a un peu plus de 20 minutes par téléphone depuis Zone Bourse. Et puis merci à Amaury aussi.